Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de The Game que nous dédions aujourd'hui à Warhammer, le jeu de rôle. Donc par la grâce de Chaos Project, Warhammer est revenu dans nos contrées il y a déjà un petit moment. Mais il nous a semblé intéressant de revenir sur cette gamme qui continue à s'étoffer et qui peut paraître un peu intimidante pour les nouveaux joueurs, d'autant plus que c'est un jeu qui intéresse beaucoup de personnes et qui fournit finalement une alternative médiévale fantastique à Donjons et Dragons dans une toute autre ambiance. Donc on va voir aujourd'hui, parmi tout cela, ce qui est à peu près disponible à l'heure où cette vidéo est tournée, par quoi commencer, comment est-ce qu'on peut jouer à Warhammer, etc. Et peut-être quelques écueils, parce qu'il n'est absolument pas nécessaire de posséder tout cela pour jouer. Alors je vous rassure tout de suite. Donc on commencera par un petit aperçu du jeu. Le but c'est pas de vous expliquer le jeu, je vais quand même remettre en contexte Warhammer, et après on verra un peu plus, on s'attardera sur les différents suppléments de cette gamme. Donc qu'est-ce que donc que Warhammer Warhammer c'est pas Donjons et Dragons. Non. Non. Si vous voulez que votre personnage meure de la dysenterie dans un caniveau, voici le jeu fait pour vous. Si vous voulez jouer un ratier... Oui. Ou Tout à fait, un croque-mort parti à l'aventure. Non, Warhammer, effectivement, c'est un jeu qui se passe donc principalement, en tout cas pour cette édition, dans l'Empire. L'Empire, c'est finalement le plus grand conglomérat d'humains de ce vieux monde dans lequel il se passe, qui est, entre guillemets, qui est un peu calqué sur notre Europe à l'époque du début de la Renaissance. C'est-à-dire que les armes à poudre noire existent, on a des inventeurs qui commencent à faire des trucs un peu barrés, comme des tanks à vapeur, mais il y a des nains, il y a des elfes, voilà. Le monde de Warhammer est condamné, c'est plus ou moins écrit, c'est assez sombre, on est dans ce que les Anglais appellent le grim, hein, c'est un peu la sinistrose, néanmoins il y a des gens heureux hein, quand même. Et le monde est menacé par les puissances de la ruine, qui sont les dieux du chaos, qui s'infiltrent dans la société. Moi, lorsqu'on m'a demandé une fois qu'est-ce que c'était Warhammer, moi je dis c'est Cthulhu au pays des elfes et des nains. Parce que vraiment on retrouve ça. C'est-à-dire la menace des dieux, des personnages qui vont vivre souvent des enquêtes, hein, si vous regardez, la majorité des scénarios de Warhammer sont des enquêtes, beaucoup plus que la quête épique, etc. Il y a le côté corruption aussi. Corruption, absolument, tout à fait, mais même tout le monde peut être corrompu. C'est-à-dire le simple fait de combattre, par exemple, un démon ou n'importe quelle créature dotée souvent de maléfices va vous obliger à faire un test de corruption. Donc c'est mal barré. Et généralement, quand la corruption devient visible, vous allez vous retrouver avec des répurgateurs ou des chasseurs de sorcières au basque qui ne rêveront que de vous mettre au bûcher. Donc bienvenue dans Warhammer. Donc voilà, c'est pas du tout Donjons et Dragons, vraiment pas, j'insiste là-dessus. Et même le système lui-même, c'est un système au descent, où on est surpris au début par les faibles pourcentages dont disposent les personnages. Heureusement, les mécaniques de jeu vous donnent souvent des bonus, mais globalement, vous jouez des gars qui savent pas faire grand-chose au début. C'est les pécores du coin. Quoi. C'est ça, c'est assez fréquemment ça, oui, tout à fait. Mais ça va vraiment dans cette ambiance réaliste à la Warhammer. Les combats sont extrêmement violents, on peut perdre des membres, etc. Et c'est le seul jeu qui, je pense, a plus de règles sur les maladies qu'on peut attraper que sur la guérison. Donc voilà. Pour débuter, 2 portes d'accès existent en français. Le livre de règles, un superbe ouvrage, extrêmement complet, avec des cartes tellement précises qu'elles en deviennent presque illisibles, mais très jolies, et avec tout ce qu'il faut pour créer votre personnage, les multiples carrières, hein, des marins, des femmes du fleuve, enfin des nautonniers, bref, des trucs qui font rêver, hein, aux compétences... T'as une carrière, c'est villageois quand même. Ouais, villageois. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais on peut commencer aussi sorcier de village. Oui. Mais comme la magie est extrêmement réglementée dans l'Empire, si quelqu'un découvre que vous êtes un sorcier et que vous n'êtes pas passé dans les écoles de magie, le bûcher. Ouais, on sait s'amuser dans ce monde-là. Donc voilà. Et on a, à côté de ça, une boîte de base, une boîte d'initiation, qui est très bien faite, mais qui, à mon avis, ne remplace pas le livre. Non.
C'est-à-dire... Mais par contre, c'est un bon complément au livre de base. Ouais, alors c'est surtout ça en fait. C'est-à-dire que globalement, vous pouvez essayer de faire jouer avec ce qu'il y a dans la boîte de base, mais comme il n'y a pas de livre séparé pour les règles, comme on a dans d'autres boîtes d'initiation, là c'est au fur et à mesure du scénario qu'on dit quel jet faire, mais je trouve que ce qui manque, c'est la logique qui est derrière tout ça, que fournit un livre de règles complet. Donc, moi, vraiment, pour débuter, alors, c'est pas une réponse de Normand, fais ce que tu veux, c'est prenez les deux. Parce que là-dedans, il y a une aventure hyper sympa, et il y a le guide d'Uberstrike, qui est extraordinaire. Et on va voir que dans la gamme, que c'est un formidable cadre de jeu. Donc voilà. Le livre de règles, pour moi, il est indispensable pour réellement jouer. Si vous ne savez pas si l'ambiance va vous plaire réellement, ou vraiment vos joueurs ont des doutes, dans ce cas-là, prenez juste la boîte d'initiation. C'est pas grave si vous comprenez pas tous les tenants et aboutissants du système, vous verrez quand même si ça vous plaît. Les joueurs vont être surpris parce que les personnages qu'on donne là-dedans, c'est un tueur nain, un répurgateur, un sorcier, bref, des gens... c'est plutôt des bonhommes comme ça. Ouais, c'est ça. Là, voilà. Et puis s'ils tirent leur personnage aléatoirement là-dedans, ils vont se retrouver avec un villageois asthmatique. Bon, ça va leur faire étrange. Mais non, mais je plaisante là-dessus. Il est tout à fait possible de jouer ce genre de personnage un peu plus haut en couleur si on le désire. Nous, on a toujours adoré dans Warhammer le fait de jouer des gars qui, pour une raison ou une autre, ont décidé de partir à l'aventure un jour, mais qui sont pas du tout... qui n'ont pas le costard taillé pour ça. Et c'est moi je trouve l'un des plaisirs de Warhammer. Ouais, je suis d'accord. Moi j'ai joué la campagne impériale, deuxième édition, et j'ai commencé en tant que pilleur de tombes. Ouais, c'est ça. Croque-mort, pilleur de tombes, pour finir répurgateur. Qui a quand même, on arrive à aller au bout de la campagne sans mourir déjà. Ouais, c'est pas mal. Et c'est vrai que la sensation de monter en puissance est presque plus sympa que dans Donge, où dans Donge on va monter de niveau, on va gagner des sorts ou des nouvelles aptitudes. Mais là, on sent vraiment qu'on monte aussi dans les échelons de la société. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est bien rendu dans la dernière édition, avec notamment les personnages, en fait, ont une sorte de niveau social qui détermine leurs revenus quand ils sont pas en aventure et qu'ils font leur boulot. Et en fait, il y a bronze, argent et or. Et associé à une valeur, par exemple, vont être bronze 1 et son pote est bronze 4. Donc voilà, ça veut dire que quand il va travailler, lui, il gagnera 4 des 10 sous de cuivre, alors que toi, ton D10, voilà, tu continues à faire la manche, quoi. Et après, on peut passer en argent, etc. Donc oui, il y a tout ça. C'est d'ailleurs, je pense que en termes de système de progression de personnages, on n'a pas fait mieux que Warhammer, qui date des années 80, avec ses histoires de carrières successives. Ouais, qui est vraiment chouette. Alors, parce qu'on peut vraiment choisir. Mais ça reste le même principe, c'est-à-dire qu'on commence dans une carrière, puis avec des points, là on gagne des points d'expérience à la fin de chaque session qui vont permettre d'augmenter les niveaux de certaines caractéristiques et certaines compétences qui sont liées à la carrière, et passer un moment, on peut dépenser des points d'XP pour changer de carrière. Soit radicalement, ça coûte beaucoup d'XP, soit toujours dans le même secteur, ou en tout cas, ou même tout simplement la même activité, ça coûte moins d'XP. Ça, c'est super chouette. Et ça crée aussi du jeu de devoir commencer tout en bas en étant vraiment un pécor. Certaines situations, on va pas les régler de la même façon. Ah bah non, ça c'est sûr, c'est sûr. C'est clair. Donc voilà, la boîte je vais vous montrer un petit peu. Alors c'est la mienne, et comme je vous l'expliquerai, nous on joue dans Uberstrike, on a passé des heures et des heures dans Uberstrike. Vous avez le guide d'aventure avec le scénario, alors c'est voilà, et le mien est à noter, bien sûr, parce que comme il se doit, et le guide d'Uberstrike qui vous donne, vous voyez, ça c'est d'utiliser. Ah bah ouais. Il surligne dans ses livres. Ah, moi, je suis comme ça. Je suis à l'ancienne, moi. Ayez pitié de son âme. Oui, exactement. Mais je joue beaucoup, voilà. Et les feuilles de personnages qui sont superbes. Mais comme vous voyez, c'est des super personnages. Voilà. Le pilleur de tombe de Guillaume aurait aimé ressembler à ça. Ou peut-être à la fin de sa vie, il a ressemblé à ça. Voilà, vous avez ça. C'est du système un peu crunchy, Warhammer, quand même. Faut quand même c'est un vrai système de jeu, pas simulationniste, mais qui met un peu de temps pour être maîtrisé. La base est super simple, lancer un des sens, si on fait en dessous de sa compétence, on réussit. Mais le combat, pas mal de règles, etc. Cette boîte est très très bien faite. Il y a des pions aussi, mais je les ai dans une autre boîte, dans ma mallette de jeu, pour justement les pions d'avantage dans les parties. Et rien que pour les guides d'Uberstrike et l'aventure qui est liée, c'est bien. Parce qu'au début, vous allez devoir choisir.
Alors vous avez globalement, pour moi actuellement, 3 options. La première, créer votre propre scénario à partir des informations qu'il y a ici. Pourquoi pas, c'est possible. Il y a plein de MJ qui adorent faire ça. Il faut savoir que pour l'instant, dans le livre de base, vous avez un aperçu de l'Empire, mais c'est un aperçu. Donc, soit vous allez étoffer, soit vous allez devoir récupérer un livre d'informations parmi ceux de la gamme. Mais il est tout à fait possible d'étoffer et de créer sa propre vision de l'Empire, ça ne pose aucun problème. La deuxième manière de jouer, en fait il y en a même 3, une de plus, c'est cette campagne qui est hyper abordable, assez courte, et ça c'est bien les campagnes courtes. Je crois que combien de scénarios elle fait? Elle est 5 scénarios, exactement. Merci Guillaume. 5 scénarios qui vont vous trimballer un peu de nul, et puis finir à Uberstrike, et qui sont excellents. C'est écrit par Graeme Davis, l'un des auteurs historiques, qui est un génie du jeu. Non mais voilà, tout ce qu'il touche, il le transforme en or, c'est un scandale. Et ils sont très très réussis. Le premier, vraiment. Enfin, c'est des rééditions d'anciens scénarios qu'il a remis au goût du jour. Mais le premier, une sorte de vaudeville d'une nuit dans une auberge, c'est un truc de barge et c'est très Warhammerien, quoi. Donc voilà. C'est vrai que les couvertures, alors celle du livre de base, c'est encore plus le cas. C'est vraiment, on a repris l'essence des complètement. De la première, de la complètement. deuxième, on la modernise et c'est ça. Des scènes assez vivantes. En fait, en plus c'était bien parce que c'est vrai que beaucoup de joueurs ont considéré la 3e édition, celle de Fantasy Flight Games, un peu comme une trahison par rapport à Warhammer, avec un système où on utilise quand même plein d'accessoires, il fallait des grandes tables pour jouer, alors que là on revient aux fondamentaux de Warhammer. Donc c'est très très bien. Ça peut être des scénarios qui peuvent être joués individuellement, et insérés dans votre campagne traditionnelle, ou reliés par une sorte de trame de fond, comme une campagne. Et ça, c'est super chouette. Une nuit agitée aux 3 plumes est un scénario extraordinaire. Alors, ce qu'il faut aussi... donc les plans sont magnifiques dans Warhammer, et les dessins, c'est incroyable. Cubicle 7 a fait un travail, notamment tous les portraits, les trognes des personnages des PNJ sont absolument uniques. Ils sont tous illustrés à chaque fois. Et ça, c'est hyper chouette pour pendant les parties, pour donner l'ambiance, etc. Donc voilà, vous avez le groupe de Halfling, des gars. Donc c'est une très très bonne matière à jouer. Vous pouvez jouer le scénario qui est dans la boîte d'initiation, puis faire jouer Nuit agitée et Dure journée. Pour faire suite à ce qui est donné, et là vous n'aurez pas besoin de background en plus, vous avez 2 recueils de scénarios de très bonne tenue qui sont Aventure à Uberstrike et Aventure à Uberstrike 2. Il y en a plein, je crois que ça fait 6 et 5 je crois. Ça fait 11 aventures. Donc là vous en avez pour un paquet d'années, enfin au moins 1 an de jeu si vous jouez très régulièrement, parce que c'est pas des aventures courtes, et dont les informations qui sont dans le guide d'Uberstrike, de la boîte d'initiation, suffisent à les gérer. Okay. Complètement. C'est-à-dire, vous avez la boîte d'initiation, le livre de règles et ces 2 bouquins-là, et vous avez de quoi jouer pendant au moins 1 an, largement. Et c'est hyper chouette, parce que c'est très varié. Vous allez, bien sûr, il y a des choses qui se passent dans Uberstrike. Uberstrike, c'est à la fois la ville, mais c'est aussi le duché, en fait. Okay. Et c'est hyper intéressant. Pour faire bref, au moment où commence l'histoire de la boîte d'initiation, le graphe qui était en charge de la ville a été renversé par l'empereur lui-même. Et il s'est réfugié dans ses montagnes, dans sa forteresse. Nul ne sait pourquoi. Mais les troupes impériales d'Aldorf occupent la ville, ce qui crée beaucoup de tensions. Donc c'est super propice. On peut l'imaginer à plein d'aventures hyper passionnantes. Mais donc, c'est du scénario indépendant ou ça va être comme... Non, c'est du scénario indépendant, mais qui ont qui se passent tous à Uberstrike. Okay. Une des choses qui est hyper bien, et là, on sent que c'est des mecs malins. Vous avez, à la fin de chaque scénario, tout est lié. Et c'est comment lier des éléments de ce scénario à d'autres scénarios du même recueil. Ok. Et ça, c'est super chouette. Ça fait pas une campagne pour autant, mais remplacer ce PNJ par tel autre qui apparaît dans ce scénario. Il y a une petite toile de fond. Exactement. Et l'impression que le monde, qui font partie de ce monde et de ces personnages. Et c'est, voilà, vous l'avez à chaque fois.
Et c'est aussi des conseils pour rendre le scénario un peu plus difficile, un peu plus glauque, etc. J'en ai déjà joué, je crois, 2 ou 3 de ce recueil, et franchement, ils étaient tous très très bien. Voilà. Donc vous avez largement de quoi. Celui-là est super, Spittelfeld. En fait, les joueurs se retrouvent enfermés dans une sorte de taudis. Hein, c'est un HLM de la banlieue de Chicago, tu vois. Et en fait, lorsqu'une épidémie frappe et que c'est condamné à l'extérieur par les docteurs de la ville, et ils doivent découvrir l'origine de l'épidémie. Une maladie du sang étrange et tout. Donc voilà. Et à nouveau, c'est pas le genre de truc généralement qu'on joue à Donjons et Dragons. Non, c'est vrai. Parce que le guerrier, moi je m'en fiche, j'ai 49 points de vie. À Warhammer, non. Non, mon ami, tu as peur de la maladie. Et donc tu mets ton masque pendant tout le scénario. Véridique. Donc voilà, c'est très très bien. C'est un scénario qui rappelle des souvenirs. Voilà. Ouais, je me suis beaucoup amusé avec les joueurs. Donc vraiment c'est très très bien. Et à la fin, il vous explique même comment le lier à... la campagne impériale. Voilà. Le deuxième volume est similaire, toujours on peut lier les scénarios, etc. Autre manière de jouer, pour les plus ambitieux, c'est la campagne impériale. Si vous avez prévu d'y consacrer... Alors ça c'est l'édition collector, elle existe en normal et collector. Moi je suis un fanboy, donc c'est collector pour moi, que voulez-vous. Alors, la campagne impériale mérite quand même qu'on s'y attarde. Pour l'instant, il y a 2 volumes qui sont sortis. Le 3e peut être sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Il y en a 5 de mémoire, des volumes. Voilà. 5 volumes, qui représentent un nombre très conséquent d'heures de jeu. C'est, on va dire, dans le panthéon des campagnes mythiques du jeu de rôle. Hein. Oui, c'est une des campagnes. Voilà, c'est ça. Et il n'y en a pas tant que ça, hors de Cthulhu. Mais elle demande beaucoup d'investissement, notamment en termes de temps. Par contre... Et ça, c'est formidable. Le traitement qu'ils ont réservé à cette édition, dans cette édition, est absolument brillant. Puisqu'ils ont allé rechercher Graham Davis en lui disant « Bon, tu t'occupes de la campagne impériale. » Donc voilà. Pour chaque volume, hein, le premier c'est L'ennemi dans l'ombre, vous avez 2 ouvrages. Le scénario et le compagnon. Donc dans le scénario, on va pas s'attarder dessus, mais je crois que... Alors c'est pas facile à savoir, puisque voilà, ça c'est le compagnon. Dans le scénario, vous avez toute l'histoire que vous allez jouer. Elle va vous faire voyager à travers tout l'Empire, croiser plein de personnages, faire face à 10 milliards de dangers. Mais à nouveau, la majorité du temps, les solutions non violentes sont une option à Warhammer. Parce que c'est là où on est proche de Cthulhu. Donc vous pourrez survivre. Vous pourrez survivre. Enfin, il faudra être prudent. Les compagnons, à chaque fois, vont développer toute une série d'aides de jeu liées aux thématiques de la campagne. Par exemple, dans le premier, d'ailleurs, ça c'est l'ennemi d'ombre, tout à fait. Vous avez, par exemple, des aides de jeu sur la poste dans l'Empire. Parce qu'à un moment, il en est fait mention. Donc le compagnon, c'est autant pour le MJ que pour les joueurs. Alors, c'est plus pour le MJ. Ouais, un peu plus pour le MJ, parce qu'il y a des moments où ils vont développer certains aspects. Il y a des parties qui, effectivement, vont... les services de diligence, le fait de lire pour savoir quelles sont les compagnies de diligence dans l'Empire, ça, c'est super chouette. Un truc sur les montures et les véhicules, parce qu'on voyage un petit peu au début. Voilà. Dans le deuxième volume, qui est Mort sur le rail, comme on passe du temps... Vas-y. Que je viens de voir. Et il rajoute en plus des petites accroches. Voilà, c'est ça. Si on veut développer la campagne impériale, et il y aura un scénario en plus dedans pour la campagne impériale qui peut être joué indépendamment. Donc c'est bien plein. Ils sont généreux sur le matériel. Le combat monté. Donc c'est toujours en rapport. Dans le deuxième Mort sur le rail, ça va être très axé sur la vie fluviale, mais comme les fleuves sont un peu les artères de l'Empire, c'est hyper intéressant. Donc même si vous jouez pas la campagne impériale et que vous faites votre propre campagne, l'air de rien... Juste le compagnon et... le compagnon, c'est ça. Vous avez des tables de rencontres dangereuses ou de rencontres routières sur les routes de l'Empire. C'est toujours utile, ça. Les patrouilleurs routiers, et voilà, ça va vous donner des informations. Et c'est des PNJ. Ils sont pas liés à la campagne, c'est juste utilisez-les si vous voulez développer un petit peu votre truc. Je crois que dans le premier, il y a un moment... je vais pas cacher, mais il y a des trucs sur des démons. Voilà, ça, des trucs moches et tout. Bref, vous avez plein de choses, des pré-tirés,
que vous pouvez utiliser comme PNJ ou comme pour vous joueurs, des plans. Donc, ne vous arrêtez pas au fait que c'est écrit l'ennemi dans l'ombre compagnon, parce que c'est en fait des sourcebooks pour le monde de Warhammer, mais qui sont effectivement liés aux thématiques de l'épisode en question de la campagne. Mais vous pouvez y aller, même si vous ne comptez pas jouer la campagne impériale, c'est hyper intéressant. Ils sont disponibles à part, hein, là c'est un coffret, le coffret collector contient les deux, mais ils sont disponibles à part, donc voilà. Mais c'est excellent, ça prend beaucoup de temps pour jouer. On parlait d'articles divers et variés. Le premier volume des archives de l'Empire. Il y aura un deuxième qui devrait arriver imminemment sous peu, peut-être même sorti quand vous regarderez cette vidéo. En fait, c'est des articles sur énormément de sujets. Mais le plus important de ce premier volume, c'est que ça parle des halflings. Et moi, j'adore les halflings. Donc voilà. Non, mais il y a plein de sujets. Les grandes provinces de l'Empire, les clans halflings du Reichland, etc. Les nains impériaux, les ogres, etc. Donc voilà. À nouveau, là, par contre, on est plus dans... soit parce que vous avez envie de connaître un peu plus le monde, soit parce que vous écrivez vos propres scénarios. Ouais. Et là, par contre, c'est une super base pour ça. C'est très très utile. C'est toujours aussi beau, et les clans halflings, à eux seuls, valent la lecture parce qu'ils sont à mourir de rire. Il faut savoir que l'une des familles, par exemple, pour dire quand même, on est vraiment dans du second degré très britannique avec Warhammer, l'une des familles, la famille criminelle, ce qui se rapproche le plus de la mafia de l'Empire, c'est une famille de halflings qui s'appelle les Havrebas, qui sont une sorte de pègres du jeu de la prostitution et tout ça, donc, et qui entre guillemets noyotent au fur et à mesure. Au début, ils ont commencé à nul, mais ils s'étendent à Aldorf, on les retrouve à Uberstrike, justement, on en parle dans Uberstrike, parce qu'ils ont mis la main sur une charcuterie dont ils détournent les profits et qui servent comme devanture de leurs activités licites. C'est à mourir de rire, c'est génial. Et c'est aussi pour ça qu'on aime Warhammer, c'est vraiment de l'humour. Hein. Alors, faut apprécier les jeux de mots, les contreprétries, etc. Et ça en est plein, Warhammer. Mais qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Ils jouent avec les termes allemands. D'ailleurs, dans l'ennemi dans l'ombre, dans le compagnon, il y a la liste de tous les Easter eggs qu'ils ont coincés dans les bouquins avec les noms de chanteurs parce qu'ils écoutaient telle chanson. Et je crois qu'à un moment, t'as des PNJ qui ont leur nom qui est tiré de Simon Garfunkel, et version allemande. Donc voilà, quoi. Donc, toujours, si vous aimez créer vos scénarios, et ça, c'est aussi utile pour la campagne impériale, c'est sorti dans le cadre, c'est le guide de Middenheim. Un magnifique guide urbain de la ville du Loup Blanc. La prochaine qui sort, c'est Aldorf, la capitale impériale, qui sortira, ou qui sera sortie. Oh, voilà, hein, on s'est compris. La cité est décrite par le menu, et c'est absolument brillant. À nouveau, c'est surtout intéressant, si vous jouez la campagne impériale, vous voulez étoffer la partie à Middenheim, parce que la campagne impériale fournit tout ce qui sera nécessaire. Mais si vous voulez jouer vos scénarios et faire jouer une campagne urbaine dans Middenheim, oh bah là, vous avez largement de quoi faire. Il y a toujours plein d'accroches de scénarios qui ne demandent qu'à être développés, des PNJ à plus savoir quoi en faire, le culte, tout y est. C'est des mecs chelous. Oui, les mutants de l'Empire, c'est des gens chelous, moi je vous le dis. Hein. C'est vrai, parce que dans Warhammer, il y a des mutants. Eh, mais il y a des mutants, bien sûr, et c'est ceux qu'on brûle en premier au bûcher, hein, monsieur. Et d'ailleurs, tu peux devenir en mutant, parce que souvent, quand tu es corrompu, au bout d'un moment, tu as des mutations. Donc, voilà. Bon, on va pas s'étendre dessus, c'est très très bien fait. Si la ville vous plaît, et que vous avez envie de nous lancer dans une campagne urbaine dans Middenheim, c'est absolument indispensable. Ça servira à nouveau, surtout aux amateurs, entre guillemets, du background de Warhammer, ou à ceux qui veulent créer leur propre scénario. Mais c'est pas indispensable, hormis si vous faites partie de ces deux catégories. On va finir avec l'écran, parce que moi je l'ai beaucoup aimé. D'abord parce qu'il est beau. Oui, il est vraiment beau. C'est un sublime écran. Un portrait typique de l'Empire. Et là, on voit tout de suite que on cherche l'héroïsme dans tout ça, hein, mais voilà. Ouais, mais c'est dans le ton aussi dans Warhammer, c'est ce côté souvent très urbain aussi. Oui. Alors la campagne impériale, ça va pas que se dérouler forcément dans une grosse ville ou autre. Non, mais ça se passe principalement dans des villes quand même. Ouais, hein. C'est ça. L'Empire étant globalement un peu la forêt noire, et on imagine une immense forêt noire, on a mis des villes dans quelque sorte d'îlot de civilisation, et dans la forêt on n'y va pas parce que c'est trop dangereux. Donc on a sécurisé les artères fluviales,
d'où le fait que le fleuve dans Warhammer et dans le Vieux Monde est extrêmement important, les grandes villes, mais entre les deux, à part... Bon, comme Uberstrike, le duché, qui est une sorte de, comme ils le disent, le grenier à blé de tout l'Empire, en fait. Il n'y a pas tant de terres cultivées que ça, et dans les forêts, on a des hommes bêtes, des mutants et des gobelins. Donc on n'y va pas, hein, on n'y va pas. Je tiens juste à attirer l'attention sur le petit livret qui est avec, parce que, alors c'est rare hein, on s'attarde dessus, mais celui-là est très très bien fait. Parce qu'il donne plein de conseils sur le jeu et sur les thématiques de Warhammer. Et on en parlait, l'opposition sociale entre les riches et les pauvres, la fin des temps qui approche. Et c'est très intéressant de lire ça pour s'imprégner des thématiques de Warhammer et comprendre pourquoi il est tellement différent de tous les autres jeux médiévaux fantastiques et qu'il ne peut pas être considéré comme un pis-aller ou un supplétif à Donjons et Dragons parce que l'OGL, c'est nul. Enfin, ce qu'ils ont voulu faire. C'est vraiment très très différent. Donc les thèmes de Warhammer, là on les voit. Hein, le factionnalisme, la religion, et voilà. C'est hyper intéressant à présenter aussi aux joueurs. Mener une partie, ça c'est toujours, voilà, c'est classique, mais c'est intéressant. Mort d'un personnage, c'est pas bête de l'avoir mis ici. Hein. Oui, surtout, oui, ça va arriver forcément. Voilà, tout à fait. Il y a des idées parce que dans le Warhammer, les personnages ont des motivations qui servent à récupérer des points de détermination. Et là, ils en montrent plein d'exemples. Le statut social qui est expliqué et développé, des PNJ inoubliables, une galerie de PNJ utilisables à la satiété, et on voit tout de suite, hein, bien sûr que, voilà, c'est très très bien fait. J'ai besoin d'un boulot, un générateur de petits jobs dans l'Empire, ça c'est bien utile. Comment est-ce que les personnages ont pu se rencontrer, ou est-ce que vous avez déjà vu un tel personnage? Il y a un générateur de destinée, une table d'événements dans les tavernes. Alors la destinée, je ne sais pas si tu te rappelles, en fait dans l'Empire, on est tellement heureux dans la vie que quand un gamin il arrive à l'adolescence, il va aller voir un vieux rebouteux qui va lui dire sa destinée. Il va lire dans des entrailles de je ne sais quoi la destinée. Et les gens y croient vraiment. Et alors on a quelques exemples de cette destinée. Une sonnerie, paix. Une seconde sonnerie, plaisir. Une troisième, damnation. Voilà, débrouille-toi avec ça. Et chaque personnage humain va déterminer sa destinée. Sauf que ça a une résonance dans le jeu. Si tu meurs selon ta destinée, ton prochain personnage aura le droit à la moitié des points d'XP du personnage qui vient de mourir. Donc voilà. Par exemple, moi j'ai mon fils qui joue dans la campagne de Warhammer, qui joue un initié de Sigmar, et qui sait simplement que sa destinée dit qu'il mourra devant une boulangerie. Il les approche plus à moins de 100 mètres. On va éviter tout accident. Voilà. Un autre, Claude, un ami, lui, il est dit que tu mourras lorsque ta bourse sera pleine. Depuis, sa bourse n'est jamais pleine, ou ses bourses ne sont jamais... Enfin bref, toujours est-il que voilà. Donc c'est très bien fait, c'est très utile, c'est drôle, c'est décalé. Moi j'ai un amour inconditionnel pour Warhammer, pour le monde de Warhammer depuis les années 80. Cette édition est certainement la meilleure en date. Pour les livres de règles, petit truc, juste, le rouge c'est bien, le jaune c'est nul. Voilà. En fait, simplement, c'est la réédition du livre de règles dans sa deuxième traduction. La première, voilà, il y avait des problèmes. Comment on les différencie? C'est simple, sous-titré rouge pour la réimpression jaune pour la première version, si jamais. Vous ne trouverez plus que chez nous, et j'imagine dans la majorité des magasins, du rouge, mais... Si vous le trouvez en occasion... Méfiez-vous quand même, c'est un petit conseil. Franchement, c'est la rouge qu'il faut, parce que, voilà, la première avait été un fait. Le problème ne se pose plus du tout sur les autres ouvrages de la gamme. Chaos Project a pris des mesures nécessaires. La qualité de traduction est vraiment présente. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Tout est réglé maintenant. Mais si vous voulez prendre le train en route, pensez simplement à regarder le livre pour qu'il soit rouge. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie d'aller dans le vieux monde, d'aller mourir de dysenterie au fin fond d'une taverne obscure d'Uberstrike. Et si d'aventure vous vous y rendez, je vous paierai un verre avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.